Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. Et l'invité ce matin, Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine et porte-parole de Renaissance. Bonjour Prisca Thévenot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Les chantiers lancés par Elisabeth Borne, Marine Le Pen qui s'en prend au président hier et puis la possibilité ou non de renouer avec le dialogue social. Nous allons revenir sur l'ensemble de ces sujets, mais d'abord la réforme des retraites et le bilan des manifestations de ce 1er mai. Avant de parler des violences, les chiffres de cette mobilisation, 782 000 personnes selon l'Intérieur, 2,3 millions selon la CGT. On est encore loin, semble-t-il, de l'essoufflement attendu de la part du gouvernement ici. Oui, tout à fait. Il y a eu une belle journée du 1er mai. Je pense qu'on reviendra ensuite sur les violences qui se sont déroulées en marge et en fin de journée, qui sont importantes à relever. Mais vous savez, sur cette journée du 1er mai, qui est la fête internationale des travailleuses et des travailleurs du monde comme de France, je pense qu'avant de nous attarder sur les revendications qui sont importantes, peut-être revenir sur les actions en cette journée qui ont été faites et réalisées par la majorité derrière Emmanuel Macron depuis maintenant 2017. Ces actions, elles ont permis notamment d'en finir avec le vieil adage qui consistait à dire que nous ne trouverions pas du travail. Oui, 1,7 million d'emplois ont été créés depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Il y a également la filière d'excellence de l'apprentissage qui est arrivée avec bientôt 1 million d'apprentis. Il y a également des avancées fiscales, sociales. On peut citer la baisse de l'impôt sur le revenu, notamment sur les plus basses tranches qui profitent aux travailleurs les plus modestes, ou encore l'allongement du congé paternité. Mais hier, on était véritablement sur une 13e journée d'action contre la réforme des retraites avant tout. Et justement, pour pouvoir voir comment nous allons construire les semaines et les mois à venir sur la base du travail que nous devons mener sur ces revendications, il est important aussi de savoir d'où on vient. Et ça, c'est peut-être aussi nécessaire de temps en temps de nous poser sur ces acquis qui ont été réalisés grâce à l'action résolue menée par la majorité présidentielle depuis maintenant 6 ans. Maintenant, sur les revendications, eh bien, ça ne vous a pas échappé. Aujourd'hui, nous reprenons le chemin de l'Assemblée nationale après 2 semaines sur le terrain. Et aujourd'hui, en commission des affaires sociales, commission dans laquelle je siège, nous allons travailler notamment sur le rapport France Travail. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un paradoxe. Oui, nous allons toucher du bout du doigt le plein emploi. Mais en face de ça, nous avons aussi encore aujourd'hui des Français qui sont sur du chômage de longue durée. Et nous devons pouvoir répondre à ce paradoxe, emploi, mais aussi des chômeurs de longue durée. Ce travail, nous le commençons dès cet après-midi en commission. Ça veut dire que vous parlez de l'avant-réforme des retraites, de l'après, mais sur la réforme des retraites, c'est fini. Circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est pas fini, attention, j'ai beaucoup entendu, vous voulez tourner la page. Il ne s'agit pas de tourner la page, mais bien de continuer à écrire l'histoire. Je suis désolée, quand on entend parler de pénibilité, quand on entend parler du travail des femmes, quand on entend parler de l'emploi des seniors, alors j'aime pas trop ce terme de senior, mais plutôt la fin de carrière, comment on gère sa fin de carrière, eh bien ces sujets, nous devons continuer à travailler dessus. Et donc nous devons continuer à avancer, non pas simplement pour nous, mais pour les Françaises et les Français, et notamment c'est des revendications que nous avons pu entendre aussi hier lors de la journée du 1er mai. Et vous avez toujours autant de mal à convaincre la majorité des Français reste opposée massivement à cette réforme des retraites, malgré cette volonté d'être sur le terrain, de faire de la pédagogie. Comment vous expliquez cela? Et moi, je vous le dis de façon très claire, la semaine dernière, j'ai mené une réunion publique à Chaville, dans ma circonscription, une réunion annoncée, et donc j'ai eu le droit à mon lot de casserolades, et j'ai été à la rencontre de la CGT qui était présente, la CGT départementale du 92, avec son secrétaire général, et je dois le dire que je les ai invités à rentrer dans la réunion publique, bien évidemment, comme tout le monde, et au-delà du sujet de la réforme des retraites, qui a bien évidemment été abordée, eh bien la réunion n'a pas porté essentiellement que sur ça. Nous avons parlé de l'ensemble des sujets. Et ça, je dois le dire que nous devons être en capacité de pouvoir travailler dessus. Il ne s'agit pas de vouloir passer à autre chose, mais bien de continuer à travailler sur ces enjeux. Parce que la majorité des enjeux qui sont pointés du doigt ne relèvent pas du moment de la retraite, mais bien du moment de la carrière. Et nous rentrons dans cette phase-là. Effectivement, il y a d'autres sujets aussi avec les syndicats. On va en reparler dans un instant, mais d'abord les violences qui ont émaillé les cortèges du 1er mai à Paris, également à Lyon ou encore à Nantes. Une centaine de policiers et de gendarmes blessés, l'un gravement,
violent dans la capitale par un cocktail Molotov. Comment expliquez-vous un tel bilan finalement ? Déjà, je dois rappeler, et pour ce faire, je vais citer Gérald Darmanin, qui rappelle que l'ordre républicain rend possible nos libertés. Liberté d'expression, liberté de s'opposer, mais liberté de manifester aujourd'hui. Et ces libertés de manifester, elles sont permises par le travail courageux de nos forces de l'ordre au quotidien. Les forces de l'ordre sur les manifestations sont là pour permettre le bon déroulement de ces manifestations, mais également sécuriser les manifestants. Et on voit que souvent, aux abords des cortèges ou en pré-cortège, eh bien, il y a des ultras, des black blocs qui sont là non pas pour revendiquer, mais pour en découdre, et excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, mais pour tuer du flic. Et face à cela, je dois le dire, nous devons avoir un front commun. Nous devons tous nous lever pour dénoncer ces violences et les empêcher. Mais ces black blocs, ils étaient attendus, c'était prévu. Comment se fait-il qu'on ne parvienne pas à les disperser, à les interpeller ? On ne peut pas interpeller avant sur le principe simple fait qu'on croirait qu'il y ait des violences qui vont être faites. En revanche, bien sûr, ce que je dois dire, c'est qu'on on a tous notre responsabilité sur cela. Et en tant que politique, nous devons tous avoir notre responsabilité. Quand j'entends hier Jean-Luc Mélenchon, du haut de son estrade, non pas au milieu des manifestants, au milieu des Français, mais du haut de son estrade, toujours, venir nous dire « à bas la mauvaise République ». Mais de quelle République parle-t-il, Jean-Luc Mélenchon ? De cette République qui lui a permis de cumuler près de 30 ans de mandat, ou de cette République qui, oui, ne lui a pas permis de devenir président de la République. Mais qu'il se rassure, en 2012, en 2017 et en 2022, ce n'est pas la République qui lui a dit non. Ce sont bel et bien les Français. Donc avant de chercher des coupables à sa non-élection, il devrait peut-être un peu commencer par se remettre en cause. Et il souffle sur les braises, très clairement. Il souffle pas sur les braises, il est en permanence en train de marcher avec des briquets allumés. Il faut commencer à aussi le dire. C'est quand même désolant qu'on en arrive toujours à ces moments-là. Hier, on avait une belle journée du 1er mai. Et encore une fois, sans revenir sur le sujet des violences que j'ai traité juste avant, je dois le dire. Quel intérêt pour Jean-Luc Mélenchon de venir essayer de s'accaparer ce moment-là ? Ce jour ne lui appartient pas. Il appartient aux travailleuses et aux travailleurs de France. Et sauf erreur de ma part, il n'en a jamais fait partie. Pour revenir à ces violences qu'on a vues hier, est-ce que vous craignez d'une certaine manière une forme d'embrasement du pays ? C'est quelque chose que vous redoutez vous-même ? Plus que l'embrasement du pays, je pense que nous devons être en capacité de renouer dialogue. Oui, il y a eu un moment où il y a eu un dialogue de sourds, il faut le reconnaître. Et j'en prends ma responsabilité aussi. Nous devons être en capacité de renouer ce dialogue pour pouvoir avancer sur ces enjeux. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que une grande partie des représentants syndicaux, si ce n'est tous, ils vont être aujourd'hui réunis en intersyndical, ont envie ont envie aussi de renouer ce dialogue. Ça ne veut pas dire que le sujet de la réforme de retraite ne sera toujours pas un sujet sur lequel nous allons nous entendre, mais ils ont envie d'avancer. Nous avons eu hier Laurent Berger qui l'a dit, la CFDC qui l'a aussi dit. Donc avançons aussi sur cela. Juste avant de passer à la suite, l'ONU qui a de nouveau épinglé la France sur les violences commises par des policiers lors des manifestations. 200 manifestants blessés, nous dit l'Observatoire des street medics hier. Comment réagissez-vous à ces accusations de la part de l'ONU ? Est-ce qu'il y a un vrai problème de maintien de l'ordre aussi là-dessus ? Je dois le dire, nos forces de l'ordre, et encore une fois, on doit être unis, soudés et mobilisés en front commun pour soutenir nos forces de l'ordre. Sur ça, il ne doit pas y avoir un oui mais ou un messi. Je le dis de façon très claire. Maintenant, quand il y a des dérives, et il peut y en avoir, de façon individuelle, particulière, elles doivent pouvoir être regardées et elles le sont toujours. Marine Le Pen décrivait de son côté hier un président déconnecté, esseulé et assiégé. Ce sont ses mots. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Marine Le Pen qui prend grand soin d'aller parler dans des salles fermées, à huis clos, entre eux, vient nous expliquer à nous, la majorité présidentielle, qui avons mené des réunions publiques, des moments où nous étions en contact direct avec les Françaises et les Français, à l'image de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis maintenant plusieurs semaines, vient nous expliquer que nous serions déconnectés. Je l'invite vraiment à aussi être en capacité à considérer que peut-être ce qu'elle dénonce, elle le fait elle-même. Ensuite, je suis très contente d'entendre aujourd'hui la voix de Marine Le Pen, celle qui a été très silencieuse au cours, non pas des semaines, mais des mois qui ont précédé. En tout cas, ça lui a servi peut-être, ça l'a renforcé en tout cas, cette période de contestation sociale. Marine Le Pen, grande gagnante finalement de ce débat sur la réforme des retraites. Comment vous l'expliquez ça ? C'est ce qu'on voit dans les sondages en tout cas. Non, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on peut voir dans les sondages. Je le prends en bonne note. Ils se trompent les sondages là-dessus ? Non, je vous le dis, je le prends en bonne note et ça témoigne d'une température politique à un instant T. Mais en revanche, on ne peut pas sortir gagnante d'une
partie à laquelle nous n'avons pas participé. Elle n'a absolument rien dit, rien fait pendant toute cette période. Alors si le silence rend gagnant, je ne suis pas sûre que ça dure très longtemps, parce que dès l'instant où elle commence à parler, relents identitaires réapparaissent, discours pro-Poutine réapparaissent. Nous voyons de manière très claire ce que le Rassemblement national, l'extrême droite, peut conduire à faire dans notre pays. Il n'y a qu'à regarder juste à côté de chez nous, l'Italie. Qu'a fait la présidente Meloni hier, jour du 1er mai, jour du travail? Elle a supprimé les minima sociaux en Italie. Soyons attentifs. Ce qui se passe là-bas pourrait nous arriver ici. Donc Marine Le Pen n'est pas sur le terrain, en tout cas, selon vous. C'est pas une manière d'aller sur le terrain. Elle est dans les médias, mais sur le terrain, non. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, donc il était au Stade de France samedi soir pour la finale de la Coupe de France. Il n'est pas allé sur la pelouse pour saluer les joueurs. Il était dans les vestiaires, dans les couloirs. Ce n'est pas la preuve ici, en tout cas, que pour lui, il est de plus en plus difficile, voire impossible de se montrer sans heurts. Ne confondons pas meeting politique et rencontre sportive. Je pense que, comme vous l'avez signalé, nous sommes dans un climat particulier en ce moment, très intense, très dense. Et donc, il était important, je pense, pour lui, de rappeler que ce moment n'était pas un moment pour lui, mais un moment pour la rencontre sportive et pour ce moment de fête collective. Prisca Thévenot, vous l'avez dit, c'est aujourd'hui la rentrée parlementaire. Déjà, dans quel état d'esprit vous êtes au sein de la majorité? Est-ce que cette majorité est toujours aussi unie derrière le président de la République ? Comme depuis le début, nous sommes à la tâche, au travail. Nous sommes un groupe parlementaire uni derrière Aurore Bergé, prêt à travailler sur les enjeux que nous remontons, que nous entendons sur le terrain. Et nous commençons notamment aujourd'hui avec ce grand chantier sur France Travail, parce que nous devons pouvoir répondre à ce paradoxe que je vous citais tout à l'heure, entre l'atteinte du plein emploi, mais aussi à continuer à travailler sur le chômage de longue durée. Donc pas de blues du côté des députés de la majorité aujourd'hui ? Le temps n'est pas au blues et ne l'a jamais été. Nous sommes élus pour travailler et nous continuerons à le faire. La NUP promet pour sa part une guérilla parlementaire en cette rentrée parlementaire. Donc la réforme des retraites va empoisonner le quinquennat, selon Mathilde Panot. Vous y préparez à cette guérilla, comme le dit Sandrine Rousseau, du côté des rangs de l'Assemblée? Est-ce que vous avez l'impression que la guérilla menée par la France insoumise depuis le premier jour de cette législature n'a pas déjà commencé depuis un moment? Elle est là, ils la font. Moi, ce que je dois dire, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, quand on parle de pouvoir mener des compromis au sein de l'Assemblée nationale, eh bien oui, nous en portons la responsabilité en tant que groupe majoritaire, mais ces compromis ne peuvent pas être menés tout seuls. Et donc aujourd'hui, moi, ce que j'appelle, c'est que nos oppositions ont aussi une responsabilité dans les actions que nous devons mener. Non pas pour un chef suprême, Jean-Luc Mélenchon, ou une reine silencieuse, Marine Le Pen, mais pour l'entièreté des Français. Moi, ce que je constate, c'est qu'aux extrêmes, nous avons des familles politiques, l'une qui est dans cette nostalgie d'une élection perdue en 2022 et l'autre qui est dans cette volonté de préparer la campagne de 2027. Nous devons être résolument engagés pour le quotidien des Français et uniquement eux. Et trouver une majorité aussi, ça sera l'objectif sur ces grands chantiers lancés par Elisabeth Borne. Vous en avez dévoilé quelques-uns, évoqué quelques-uns. Ça va être difficile aussi pour la majorité de trouver justement des majorités, en l'occurrence solides, pour voter ces textes. Vous l'avez justement dit, vous m'ôtez les mots de la bouche. Nous sommes la majorité. Bien évidemment, nous sommes une majorité relative. Vous avez tout à fait raison. Et cette majorité relative nous oblige à nous concentrer, non pas sur des accords d'appareil, mais sur l'objet même des textes. Et quand nous nous concentrons sur l'objet même des textes, eh bien nous trouvons des majorités. Et c'est ce que nous avons fait depuis le début de cette législature, et c'est ce que nous allons continuer à faire, non pas tout seul, mais avec les autres. En tout cas, Elisabeth Borne a déjà dû renoncer, en tout cas reporter la question du projet de loi sur l'immigration, faute de majorité. En l'occurrence, vous le regrettez? C'est pas le signe que ces 100 jours risquent d'être aussi 100 jours d'immobilisme, peut-être? Absolument pas. Regardez, depuis le début de cette législature, nous avons voté plus d'une vingtaine de textes, je crois 23 textes, dont des textes majeurs sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire, sur cette capacité de trouver du travail, sur également le pacte pouvoir d'achat qui a été le premier gros texte de cette législature. Et souvenez-vous ce qu'on nous disait au lendemain des législatives. Vous n'arriverez pas à voter ce texte. Vous n'y arriverez pas. Vous allez être obligé de dissoudre. Eh bien finalement, nous sommes aujourd'hui le 2 mai et force est de constater que nous avons réussi à avancer, à travailler ensemble. Donc encore une fois, je ne dis pas que ça sera évident, mais je dis que ce ne sera pas impossible. Donc ça veut dire que pour vous, Elisabeth Borne a toujours les moyens d'agir, il n'y a pas de nécessité de faire un remaniement ministériel ?
La Première ministre Elisabeth Borne a notre confiance entière et absolue. Elle a une majorité de députés Renaissance et toute entière Horizon Modem qui sont unis derrière elle. Et je dois le dire, nous travaillons extrêmement bien ensemble et nous allons aujourd'hui reprendre le chemin de l'Assemblée dans cet état d'esprit-là. Malgré le 49.3 sur la réforme des retraites, vous n'avez pas pu voter, c'est pas une frustration ? Bien sûr que nous aurions peut-être aimé voter, mais encore une fois, je pourrais m'amuser à essayer de regarder en permanence dans le rétroviseur. Aujourd'hui, ce que les Français nous demandent, c'est aussi d'avancer sur l'entièreté des sujets qui ont été exprimés. Et c'est notre devoir en tant que responsable politique de pouvoir continuer à avancer, à travailler. Prisca Thévenot, avant la fin des 100 jours, le groupe Lyot présentera le 8 juin prochain une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Contrairement à une motion de censure, là, une majorité relative suffira. Il y a le Conseil constitutionnel aussi, demain, qui doit donner son avis sur la deuxième demande de RIP, le référendum d'initiative partagée. Est-ce que vous craignez ces deux moments importants pour la suite ? Non, c'est pas à craindre. Il y a une liberté parlementaire et chaque groupe politique est libre de proposer toutes les propositions de loi qu'il le souhaite et qu'il juge nécessaire. Maintenant, ce que j'ai envie d'adresser au groupe Lyot sur cet enjeu de supprimer le texte des retraites, c'est quelle est la solution alternative ? Je pense qu'il y a bien un sujet sur lequel on a fini par s'entendre au sein de l'hémicycle après des heures, des jours, des nuits de débat, c'est qu'il y avait un enjeu sur le financement des retraites. Donc quelle est l'alternative ? C'est baisser les pensions ? Augmenter les impôts ou laisser une dette à nos enfants, nos petits-enfants ? Je pense qu'à cette question-là, il va falloir aussi qu'on ait une réponse. Du côté des syndicats, on attend du coup l'intersyndical, on le disait, qui a débuté tout juste. A priori, c'était pour 8h30. Vous attendez quoi de cet intersyndical et éventuellement de la possibilité ou non de renouer ce dialogue social ? La CFDT, la CFTC, en tout cas, on dit que si la Première ministre les invitait, ils seraient prêts à revenir à Matignon ? Moi, je vais reprendre les paroles de Monsieur Berger d'il y a quelques jours, quelques semaines, qui disait: le dialogue n'a jamais été rompu, il a été difficile et il a été dur, il y a eu des moments de haut et de bas, mais le dialogue ne peut pas être rompu. Nous ne le souhaitons pas et eux non plus. Vous savez, les syndicats sont là pour porter la voix des travailleurs et des travailleuses de France. Et donc, cette nécessité de se retrouver autour de la table, même si les sujets ne sont pas évidents, eh bien, c'est presque une obligation morale. Et donc, nous devons être en capacité, d'une part comme de l'autre, à mettre en place toutes les conditions, toutes les modalités pour que le dialogue ait lieu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, mais en tout cas, nous devons être d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire nous retrouver pour échanger. Prisca Thévenot, beaucoup plus léger, est-ce que vous avez prévu de lire ou non le nouveau livre, roman de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances? Quelques extraits aux accents érotiques ont été diffusés sur les réseaux sociaux ce week-end, ça fait beaucoup jaser. Qu'est-ce que vous avez prévu de le lire ou pas ? Alors moi, ce week-end, j'ai surtout lu le rapport, je vous le disais, France Travail, qu'on va étudier ce soir en commission. Bien sûr. Mais je vous le dis de façon très claire, j'ai beaucoup Mais est-ce que ça vous choque ou pas, justement, ces extraits qui sont sortis ? Vous savez, moi, ce qui me choque, c'est que j'ai vu effectivement fleurir sur les réseaux sociaux des hashtags et des extraits de ce livre. Mais je suis sûre que la majorité des gens qui se sont émus de cet extrait ne connaissent même pas le titre de l'ouvrage et n'ont même pas lu l'ouvrage en entier, si ce n'est même les 10 premières pages. Un roman, une œuvre littéraire doit pouvoir s'apprécier dans sa globalité. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tellement dans la nécessité d'être dans du buzz permanent, de la polémique permanente, qu'on en oublie presque l'essentiel. Que chacun et chacune prenne peut-être le temps de le lire, et puis ensuite on pourra juger de l'œuvre dans sa globalité, pas d'un extrait. Vous n'avez pas répondu, du coup vous n'allez pas le lire ? Dans l'immédiat, vous comprenez bien, et avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début, il y a quand même du travail, mais pourquoi pas cet été ? Bah voilà, sur la plage peut-être. Prisca Thévenot, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, député des Hauts-de-Seine, porte-parole de Renaissance. Très bonne journée à vous, merci. Et 8h33 sur Sud Radio. On revient dans un instant, bien entendu, avec hashtag On en parle. Maxime Trouleau, la revue de presse également. Et puis nos débats du grand matin. Appelez-nous 0826 300 300. Ce sera avec Eric Revel, bien sûr, et Guillaume Bigot. À tout de suite.